bienvenue. Et si, ici la monnaie, celle qu'on utilise tous les jours, arrêtait de nous voler ce qu'on a de plus précieux? C'est l'idée un peu folle au cœur de Bitcoin qu'on va décortiquer aujourd'hui en s'inspirant du livre de Knut Swanholm. C'est une idée qui pourrait bien changer notre façon de voir le temps et la valeur. Allez, c'est parti. Pour commencer, une question qui a l'air toute simple. Qu'est-ce qui a le plus de valeur dans une vie? Une maison? De l'argent à la banque? De beaux objets? On peut prendre une seconde pour y penser. En réalité, la réponse, d'après la philosophie qu'on explore, elle est beaucoup plus fondamentale. Ce n'est rien de tout ça. Non, on parle ici de la seule et unique ressource que personne au monde ne peut créer, ni acheter, ni récupérer une fois qu'elle est perdue. Le véritable étalon de notre existence. Le temps. Chaque minute qui s'écoule est une minute qui ne reviendra jamais. Et l'argent, au fond, à quoi ça devrait servir? Eh bien, ça devrait être juste un moyen de conserver l'énergie, le temps qu'on a passé à travailler. C'est comme une batterie pour notre effort. La vraie question, c'est de savoir si cette batterie, ce réceptacle, est fiable. Et c'est là que ça se complique. Que se passe-t-il si l'outil même qu'on utilise pour stocker la valeur de notre temps est percé? S'il se vide petit à petit, jour après jour, sans même qu'on s'en rende compte? C'est exactement le problème de l'inflation monétaire. Ce n'est pas juste les prix qui montent. C'est bien plus profond que ça. C'est la valeur de notre travail passé qui s'évapore. Pour le dire crûment, comme la source le décrit, c'est un vol de temps. Un vol lent, silencieux, mais bien réel. Alors, comment en est-on arrivé là? Pour le comprendre, il faut faire un petit retour en arrière et voir comment ce fameux réceptacle a été progressivement abîmé au fil des siècles. Au tout début, on avait des choses concrètes, comme l'or. C'était bien, difficile à produire, mais pas parfait. On pouvait tricher, par exemple en rognant les bords des pièces. Puis, on est passé aux billets de banque. C'était juste des reçus pour de l'or déposé. Mais très vite, certains ont eu une idée, émettre plus de reçus qu'il n'y avait d'or en réserve. C'était le début de la création de monnaie à partir de rien. Et finalement, au XXe siècle, tout ça a été officialisé avec les banques centrales qui ont obtenu le pouvoir exclusif de créer la monnaie en fait à l'infini. La fuite est devenue la norme. Notre source, elle, n'y va pas par 4 chemins pour qualifier ce système. Cette citation est directe, elle est brutale, mais elle résume bien une critique fondamentale du système monétaire actuel. Et voilà l'image qui illustre parfaitement la conséquence pour nous tous. C'est comme si on était forcé de courir dans une roue de hamster. On travaille plus, on essaie d'épargner, mais c'est juste pour compenser la valeur qui s'échappe constamment de notre argent. On court pour faire du surplace. Mais face à ce problème qui semble insoluble, une solution d'un genre totalement nouveau est apparue. Et le mot important ici, ce n'est pas invention, mais plutôt découverte. En fait, l'idée, c'est que l'impression monétaire ressemble beaucoup à l'alchimie. Les alchimistes, ils essayaient de transformer le plomb en or. Mais imaginez s'ils avaient réussi. Eh bien, l'or serait devenu commun et n'aurait plus eu aucune valeur. C'est pareil avec la monnaie. En créant à l'infini, les banques centrales détruisent ce qui fait sa valeur première, sa rareté. Alors, à quoi ressemblerait une monnaie parfaite, une monnaie qui ne fuit pas? Eh bien, elle devrait avoir quelques propriétés clés. Elle doit être durable, facile à transporter, à diviser. Chaque unité doit être la même qu'une autre. Mais le point le plus important, le plus difficile à obtenir, c'est le numéro 5. Son offre doit être absolument limitée. Et là, la comparaison est fascinante. On a d'un côté l'or, l'élément 79 du tableau périodique. Ça a été la meilleure monnaie pendant des milliers d'années. Mais c'est lourd, c'est physique, on peut se le faire confisquer. De l'autre côté, on a Bitcoin, présenté ici comme un élément zéro. Ce n'est pas physique, c'est de l'information pure. C'est inconfiscable parce que c'est une connaissance qu'on peut garder dans sa tête. Et surtout, sa rareté n'est pas juste grande, elle est absolue et mathématiquement finie. Et tout ça nous amène à cette phrase clé. L'idée que la rareté numérique absolue n'est pas juste un logiciel qu'on a créé. C'est une propriété fondamentale, un peu comme une loi mathématique ou physique, une chose qui existait potentiellement et qui a simplement été découverte. Une fois qu'on l'a vue, on ne peut plus l'ignorer. On arrive maintenant au cœur du réacteur, à la partie qui donne son nom à cette analyse et qui explore les conséquences absolument vertigineuses de cette découverte. Ce chiffre est juste incroyable. Il faut bien le comprendre. En 2021, pour chaque nouveau Bitcoin qui a été créé, le système financier traditionnel a, de son côté, imprimé environ 21 millions de nouveaux dollars américains. D'un côté, une rareté extrême. De l'autre, une abondance sans limite. On a donc bien deux mondes qui s'opposent. D'un côté, un système avec une offre infinie, où les règles du jeu peuvent être changées par un tout petit groupe de personnes et où la valeur fuit. C'est une certitude. De l'autre, un système avec une offre finie, 21 millions et pas un de plus, où les règles sont gravées dans le marbre et qui est conçu pour préserver la valeur à travers le temps. Et voici la phrase qui résume tout. C'est une idée radicale.
L'idée que Bitcoin pourrait devenir une sorte de nouvel étalon universel, une unité de mesure fixe qui ne change jamais et par laquelle on pourrait mesurer la valeur de tout le reste, toute l'économie mondiale, tout ce qu'on a créé et tout ce qu'on créera, rapporté à cette constante de 21 millions. Et ça nous laisse sur une dernière question, une question absolument fondamentale. Que se passerait-il si on arrêtait d'utiliser un mètre élastique pour mesurer la valeur, un mètre qu'on peut étirer à volonté, et qu'on passait à un étalon fixe, incorruptible? Quelles seraient les conséquences sur notre façon d'épargner, d'investir, de penser à l'avenir? C'est la réflexion immense que cette perspective nous invite à avoir.